Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Lorraine Bacal sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à Lorraine Bacal. Lorraine Bacal, c'est d'abord la partenaire d'Humphrey Bogart dans 4 films de légende, Le Port de l'Angoisse en 1944 et Le Grand Sommeil en 1946 d'Howard Hawks. Les Passagers de la Nuit de Delmer Daves en 1947 et Key Largo de John Huston en 1948. Dans Le Port de l'Angoisse, Humphrey Bogart porte la très jolie Dolores Moran qui vient de s'évanouir. « Vous la soupesez ?» demande Lorraine Bacal, jalousement ironique. Dans Le Grand Sommeil, Bogart est couvert de femmes. Martha Vickers en nymphomane, Dorothy Malone en allumeuse, Sonia Darin en beauté plus distance. Très bien quand même, Sonia Darin. Mais c'est bien Lorraine Bacal, la femme à la grande bouche, au regard intelligent et à la voix grave, qui, dans le film comme la réalité, va obtenir les faveurs du célèbre Bogey. Dans Le Port de l'Angoisse, Bacal embrasse Bogart et commente « C'est pour voir si ça me plaît ». Verdict ? demande Bogart. J'hésite. Mais le verdict définitif tombe dans le film suivant, Le Grand Sommeil. Ça m'a beaucoup plu. Il fallait le temps de la réflexion, c'est tout. Eh oui. Les 4 films avec Bogart ont littéralement façonné Lorraine Bacal au cinéma comme dans sa vie privée. Cette jeune femme, élégante et mince, s'y trouve sur un pied d'égalité avec l'alcoolique vieillissant et macho. Chacun est le faire-valoir de l'autre. Howard Hawks a dit « Ce qui est drôle, c'est que Bogart est tombé amoureux du personnage qu'elle jouait dans le film, alors elle a dû continuer à le jouer pendant le reste de sa vie. » Mais alors ce serait peut-être quand même un tout petit peu injuste de réduire Lorraine Bacal au rôle de partenaire de Bogart. Oui, ou même à une icône des films noirs des années 40. Dans Comment épouser un milliardaire de Jean Negulesco en 1953, elle domine largement par sa présence et par sa subtilité la jeune Marilyn Monroe et aussi la chevronnée Betty Grable. Dans La femme modèle de Minelli en 1957, qui est un film rempli de situations embarrassantes, elle incarne la femme qui, elle, n'est presque jamais ridicule grâce à la suprême dignité que lui confère son port de tête altier et sa voix élégante. Plus tard, dans Détective privé de Jack Smythe en 1966, elle est glaçante en épouse paraplégique qui recrute Paul Newman pour enquêter sur la disparition de son mari. Et puis, dans Dogville, en 2003, de Lars von Trier, elle est toujours pleine de vivacité et de répondant dans le personnage de Ma Ginger. Même si ce rôle est plutôt anecdotique, il est quand même plaisant de voir Lorraine Bacal contribuer avec bon pied bon oeil à cette audacieuse expérience brechtienne qu'est Dogville. Alors tout a commencé pour elle dans les années 20, autant comme on l'entend du foxtrot. Née en 1924 à New York, Betty Joan Persky n'a que 5 ans quand ses parents divorcent. Dès le début, dit-elle dans ses mémoires, maman avait su que son mariage était une erreur. Dès lors, la fille et la mère se font appeler Bacal et quittent le quartier de Brooklyn pour Manhattan. Bacal avec un seul L. Le deuxième L sera rajouté quelques années plus tard, car avec un seul L, plusieurs prononciations étaient possibles, ce qui n'est plus possible dans la langue anglaise lorsqu'il y a 2 L. La jeune Betty rêve devant les films avec Bette Davis et Leslie Howard. Sa famille veut en faire une jeune femme juive comme il faut, mais sa mère l'encourage à assister le samedi matin au cours de la New York School of Theatre et à suivre l'enseignement du professeur de danse russe Mikhail Mordkin. Un ancien du Bolchoï arrivé à New York au milieu des années 20. Seulement, Mordkin, bientôt, annonce à Betty que sa morphologie ne lui permet, à son avis, pas d'envisager une carrière sérieuse dans la danse. Il ne lui reste plus que le théâtre et la comédie. Un jour, un oncle réussit à lui obtenir un rendez-vous avec Bette Davis, de passage à New York, dans sa suite du Gotham Hotel. La star ne la dissuade pas de devenir actrice, mais elle met quand même en garde la future Lorraine Bacal. C'est un dur travail et on est très seul. Nullement effrayée, à l'automne 1940, elle entre à l'American Academy of Arts, où elle est notamment marquée par le cours d'improvisation d'Alice Park, qui donne à ses élèves des instructions aussi surprenantes que « devenez une théière ». Et elle s'y lie d'amitié avec un blond au menton fendu, vous l'avez peut-être reconnu rien qu'à cette description, qui ne restera en tout cas pas longtemps anonyme, Kirk Douglas. Et qui a 24 ans, à peine 8 ans de plus qu'elle. Hélas, l'aventure de l'Académie s'arrête à la fin de sa première année, bien qu'elle ait réussi à l'examen.
Sa mère n'a pas les moyens de lui offrir une seconde année d'études et la politique de l'école est impitoyable. Pas de bourse pour les femmes. Elle entame alors une carrière de mannequin, notamment chez Sam Friedlander, un couturier spécialisé dans les robes du soir. Et elle débute comme figurante à Broadway dans une pièce intitulée Johnny 2x4, puis obtient un rôle parlant dans une autre intitulée Franklin Street. Engagée en 1942 par le magazine Harper's Bazaar, elle y apparaît en couverture dans un magnifique tailleur noir en mars de l'année suivante. Oui, la photo est assez étonnante. On est en mars 1943 et dans son tailleur noir, la jeune Bacall pose devant l'entrée des donneurs de sang pour la Croix-Rouge. Vous écoutez le Filmographe sur Séance Radio. Aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Lorraine Bacall. On est en mars 1943. Elle n'a pas 19 ans, mais fait déjà la une du magazine Harper's Bazaar. Cette photo lui vaut une proposition de la Columbia pour un rôle muet dans Covergirl. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette incroyable séquence où des mannequins se succèdent dans des tableaux vivants devant des couvertures de magazines. Et c'est donc de cette séquence qu'il s'agit. Mais la proposition de la Columbia est assortie d'un contrat d'exclusivité d'1 an que Lorraine Bacall refuse. Produit par Harry Cohn, le patron de la Columbia, sorti en France après la guerre en février 47, Covergirl. En France, la reine de Broadway, Révéla Rita Hayworth, qui chante et qui danse sur la musique du compositeur Carmen Dragon, oscarisé pour l'occasion. Cette photo dont on parlait tout à l'heure à la une d'Harper's Bazaar va également attirer sur elle l'attention d'une autre personne. Et cette autre personne, c'est Slim, l'épouse d'Howard Hawks. Bientôt, Betty, puisque Lorraine Bacall ne s'appelle pas encore Lorraine, elle s'appelle Betty, se voit proposer de venir tourner un bout d'essai à Hollywood, moyennant $50 par semaine jusqu'au tournage effectif. Elle arrive en Californie début avril 1943 et rencontre Howard Hawks, mi-déçu par sa voix et mi-impressionné par le caractère de cette jeune fille de 18 ans. Elle avait une petite voix nasale et haut perché, dira le réalisateur, mais elle en voulait tellement que je ne pouvais pas la renvoyer chez elle. Hawks lui apprend à parler dans un registre plus grave, mais elle doit patienter plusieurs semaines avant d'être convoquée pour ce fameux bout d'essai. Et le bout d'essai en question s'avère très concluant. La voici sous contrat directement avec Hawks et son associé Charles Feldman. Pendant 6 mois, cependant, elle se contente de rencontrer le tout Hollywood, elle ne fait pas de film. Généralement, elle est en compagnie de Hawks, qui pense pouvoir réaliser avec elle son rêve de créer une vedette de toute pièce. Mais Hawks hésite, il ne sait pas comment la lancer. Il évoque un film avec Cary Grant ou avec Bogart. Bacall lui fait comprendre qu'elle préférerait Cary Grant, avec qui finalement elle ne tournera jamais. La veille de ses 19 ans, Hawks l'emmène sur le tournage de Passage pour Marseille de Michael Curtiz. C'est sa première rencontre avec Humphrey Bogart, un bref échange de poignées de main. Elle a maintenant 19 ans, lui 44. Et quelques jours plus tard, Hawks annonce à Bacall, toujours prénommée Betty, qu'elle va tourner avec Bogey dans Le Port de l'Angoisse, inspiré de Hemingway. Hawks d'ailleurs se vantait de pouvoir tirer un film de la pire chose qu'Hemingway ait écrite. Et ce fut donc To Have and To Have Not, dont l'histoire fut quand même profondément transformée pour l'écran. Il avait écrit le roman en 1930, il l'avait fait paraître en 1937. Donc l'intrigue de To Have and To Have Not, Le Port de l'Angoisse, se déroule en Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à celle du livre situé à Cuba. Bogart est un entrepreneur de pêche au gros qui, avec une jeune américaine surgie finalement de nulle part, va aider des résistants français et le réalisateur avait demandé à son co-scénariste Jules Furtman, l'autre s'appelait William Faulkner, de créer un personnage féminin aussi insolent que Bogart, qui insulte les gens et qui le fasse en riant. Vous avez reconnu, c'est un peu finalement l'alter ego féminin du grand Bogey qui venait de naître sur le papier. Elle tourne un nouveau bout d'essai, exigé par les frères Warner, tout aussi concluant que le premier, et après l'avoir vu, Bogart lui dit « on va bien s'amuser ensemble ». Et puis un jour, Hawks l'invite à déjeuner et lui annonce qu'il lui a trouvé un prénom, Lorraine. Elle l'adopte, mais elle préférera toujours continuer à être appelée Betty en privé. Et la musique du Port de l'Angoisse est signée Franz Waxman. Pendant le tournage, Lorraine Bacall est terrifiée par la caméra. Et elle se protège en baissant la tête. Elle ne lève les yeux que pour regarder son partenaire. Et c'est ça qui va lui valoir son surnom de The Look. Très
Très vite, pourtant, il y en a un qui ne l'effraie plus, c'est Bogart. Pendant la 3e semaine de tournage, l'acteur est venu dans sa loge et lui a fait écrire son numéro de téléphone sur une boîte d'allumettes. Cela se sent lorsque la jeune actrice lui lance cette réplique écrite par Faulkner. « Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, Steve ? Vous rapprochez vos lèvres, comme ça, et vous soufflez. » Leur idylle reste pourtant secrète, car Bogart est marié à Mayo Method, une femme encore plus alcoolique que lui et totalement dépressive. Et aussi comédienne, vue entre autres aux côtés de Bette Davis dans Femme marquée de Lloyd Bacon, dans lequel il y avait également Humphrey Bogart. Cette situation embarrassante n'empêche en tout cas pas l'attaché de presse de la Warner de rédiger un texte enflammé. En face de lui, Bogart, Lauren Bacall, fulgurante découverte à l'extraordinaire personnalité, va se retrouver du jour au lendemain au firmament des étoiles. Lauren Bacall s'impose aussi lorsqu'elle chante How Little We Know, adossée au piano d'Ohagi Carmichael, sous l'œil émerveillé de Bogart. Hawks a toujours démenti la rumeur selon laquelle Lauren Bacall avait été doublée pour cette séquence. Maybe it's just for a day. Love is as changeable as the weather and after how little we know. Who knows why an April breeze never makes trees? High stars in the trees hide when it rains. Love comes along, casting a spell. Will it sing you a song? Will it say a farewell? Who can tell? Maybe you're meant to be mine. Maybe I'm only supposed to stay in your arms a while, as others have done. Is this what I've waited for? Am I the one? Oh, I hope in my heart that it's so, in spite of how little we know. Vous écoutez le Filmographe sur Séance Radio avec Antoine Cyr et vous venez d'entendre Lauren Bacall chantant toujours devant Bogart, How Little We Know dans Le Port de l'Angoisse, un film qui a eu un très grand succès. Ah bah oui, c'est le 2e plus gros succès commercial de Bogart après Casablanca. Ils vont être dépassés quand même en 1954 par Ouragan sur le Ken. Et donc ce succès incite Howard Hawks à entreprendre un nouveau film avec la même équipe. C'est Le Grand Sommeil qui est inspiré cette fois de Chandler. Les deux scénaristes, Furtman et Faulkner, se voient adjoindre une 3e plume, celle de la jeune romancière de science-fiction Leigh Brackett. Et là, c'est juste amusant de signaler qu'on lui devra par la suite de nombreux scénarios, y compris juste avant sa mort, une première ébauche de L'Empire contre-attaque. Alors, l'intrigue du Grand Sommeil, elle est simple au départ, mais elle ne cesse de s'embrouiller à mesure que le film avance. Bogart est un détective privé embauché par un vieux général pour faire cesser un chantage exercé sur une de ses filles, absolument nymphomane. Bogart tombe amoureux de l'autre fille du général, incarnée par Lauren Bacall, mais il se rend bientôt compte que celle-ci est sous l'influence du gangster Eddie Mars, interprété par John Ridgely. Le scénario original fait de Bogart une vedette omniprésente du Grand Sommeil. Vous savez qu'en 1978, Robert Mitchum et Sarah Miles reprendront les rôles de Bogart et Bacall dans le remake télévisé du Grand Sommeil signé Michael Winner. 3 jours après le tournage, Bogart et Bacall annoncent leur fiançailles. Ils se marieront en 1945, en mai, 11 jours après le divorce de l'acteur et de Mayo Method. Lauren a maintenant 21 ans, Humphrey évidemment 46. Et alors là, une première version du Grand Sommeil, tel qu'il vient d'être tourné, est présentée donc en 1945 à des soldats en campagne. Et Jack Warner décide de bloquer la diffusion de ce film dans les salles, car il ne fait pas la part assez belle à Lauren Bacall, dont Le Port de l'Angoisse a fait une vedette. Alors, entre-temps, il faut quand même signaler qu'elle a joué une aristocrate anglaise dans Agent secret, Confidential Agent, de Herman Schublin, avec Charles Boyer, qui est un échec complet. Il y avait aussi le Belge Victor Franssen et l'Allemand Peter Lorre dans ce film. La Warner va repêcher sa vedette, Lauren Bacall, en demandant le retournage et la refonte de plusieurs scènes du Grand Sommeil
qui va être désormais pourvu de sous-entendus sexuels qui replacent le couple Bogart-Bacall en figure de proue du film. C'est un succès. Bacall y chante à nouveau, et comme pour Le Port de l'Angoisse, Hawks a toujours balayé l'idée qu'elle ait pu être doublée. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. She's a busted Valentine. Knows her mama done told her that a man is darned unkind. I'm a-tellin' you, mister. A-tellin' you, mister. She was a sob sister. Sob, sob sister. Lying on a pillow. Weeping like a willow. My, oh my, how that baby could cry. Lauren Bacall dans Le Grand Sommeil, évidemment sous le regard attentif, pour ne pas dire plus, de Bogart. Le troisième film du couple Bogart-Bacall est le moins universellement connu, alors que moi j'ai une véritable tendresse pour lui. Je me demande même si c'est pas le meilleur de ces 4 films. C'est Les Passagers de la Nuit de Delmer Daves. Depuis Agent secret, Lauren Bacall a perdu confiance dans les studios. Elle préfère suspendre son contrat avec la Warner plutôt que de tourner des films qui ne la satisfont pas. Tandis que Hawks se désintéresse alors là complètement d'elle, elle est naturellement soutenue par Bogart. Et il lit un roman de David Goodis qui s'appelle The Dark Road. Il sera plus tard d'ailleurs rebaptisé Dark Passage. Mais à l'époque, le roman s'appelle Dark Road, et donc Bogart le transmet à Jerry Wald, un des producteurs vedettes de la Warner, qui achète donc les droits de ce roman. Et à cette époque, ce monsieur avait déjà produit une vingtaine de films, dont le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis. Voilà, donc nous avons ce roman, Dark Road, qui a été acheté par Jerry Wald pour être produit avec Bogart et Bacall, et c'est Delmer Daves qui est recruté pour d'abord retravailler une première mouture du scénario fourni par l'écrivain Goodis, et puis pour réaliser le film. Delmer Daves, il n'a pas encore tourné les grands westerns qui feront sa célébrité, mais il s'est distingué en réalisant quelques films extraordinaires comme Pride of the Marines et La Maison Rouge. Dans Les Passagers de la Nuit, Bogart n'apparaît sous son visage complet que pendant les 45 dernières minutes, car il incarne un évadé qui subit une opération de chirurgie esthétique. Donc pendant la première demi-heure, pas du tout de Bogart, puisque son personnage est figuré par une caméra subjective, et pendant les 30 minutes suivantes, son visage est dissimulé par un bandage, puisqu'il vient d'être opéré. Et alors quand même, on voit des photos de Bogart avant l'opération, et que ces photos, en fait, eh bien, c'est des photos du visage du comédien Frank Wilcox. Et vous avez vu Frank Wilcox, sans le savoir sans doute, au tout début de La Mort aux trousses, et puis il a joué aussi dans Une étoile est née, la version de Cukor, et aussi il était le vizir dans Les 10 commandements. Bogart, on le voit pas pratiquement pendant la première heure du film, mais Lauren Bacall, elle, porte à ce moment-là le film, puisqu'elle apparaît dès la 6e minute, magnifique comme la Providence, en jupe et chemisier à carreaux, décidée à sauver ce fuyard dont elle connaît manifestement le passé. Pendant la première demi-heure du film, le spectateur a l'impression que Lauren Bacall, avec son port de tête altier et son sourire consolateur, s'adresse à lui, ce qui est franchement très agréable. Plus tard, alors qu'elle sent que l'homme qu'elle a sauvé va lui échapper, son visage embué de larmes est bien loin des poses légèrement arrogantes qu'elle prenait dans les films de Hawks. La carrière des Passagers de la Nuit fut perturbée par les polémiques suite à l'adhésion de Bogart et Bacall au comité du premier amendement qui soutenait les artistes d'Hollywood pourchassés par McCarthy, célèbre pour sa chasse au rouge. Lauren Bacall expliqua son engagement dans un article intitulé « Pourquoi je suis venu à Washington ?» puisqu'ils étaient venus déposer des protestations à Washington, et Bogart, lui, fut contraint par la Warner de déclarer qu'il s'était embarqué dans cette affaire par naïveté. Avec le 11e meilleur score de la carrière de Bogart, Les Passagers de la Nuit n'est pas un échec complet, mais il n'est pas du tout le succès que Lauren Bacall et Bogart escomptaient. Début 48 commence le tournage de leur 4e film, Key Largo, réalisé par John Huston sur un scénario co-signé par Richard Brooks, d'après une pièce de Maxwell Anderson. Et sur une musique de Max Steiner.
Ce film se déroule alors que pointe un ouragan dans l'archipel des Keys, situé au sud de la Floride et dont les îles sont reliées par une route impressionnante. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est tout à fait extraordinaire. Et vous découvrirez que Key Largo est la plus grande île de cet archipel de la Floride. Alors la grande différence de Key Largo avec les films précédents, c'est la présence d'un autre poids lourd du cinéma et du film noir. Monsieur Edward G. Robinson lui-même, dans le rôle d'un odieux gangster qui retient en otage Bogart, Bacall et son beau-père interprété par Lionel Barrymore. Pendant ce huis clos tendu, l'affrontement entre le gangster et Lauren Bacall prend parfois le pas sur sa relation avec Bogart. Robinson lui arrache un baiser, mais reçoit un regard particulièrement farouche. Un peu plus tard, elle lui crache même à la figure. Et Claire Trevor, qui joue, elle, l'alcoolique maîtresse d'Edward G. Robinson, gagnera l'Oscar du meilleur second rôle. Key Largo, c'est le dernier film qui réunit Bogart et Bacall, mais pas le dernier tournage. Par exemple, celle-ci se rend au Congo belge en 1951 pour l'accompagner son mari qui tourne avec Katharine Hepburn l'Odyssée de l'African Queen. Bogart va tourner quelques-uns de ses plus grands films alors que la maladie le guette et que cette maladie aura raison de lui en janvier 1957. En 1950, Lauren Bacall tourne pour Michael Curtiz dans Le Roi du tabac avec Gary Cooper. Son dernier film pour la Warner. Et avec son ami Kirk Douglas dans La femme aux chimères, un bon film inspiré de la vie du jazzman Bix Beiderbecke. Cornettiste, pianiste et compositeur dont on perçoit le talent dans cet enregistrement de 1927. En 1953, après avoir donné naissance à son deuxième enfant avec Bogart, Lauren Bacall joue dans Comment épouser un millionnaire de Jean Negulesco. Elle y est avec Marilyn Monroe et Betty Grable, une des 3 femmes décidées à épouser un homme riche et qui, pour se faciliter la tâche, prennent en colocation un vaste et luxueux appartement meublé. Malgré leurs efforts pour être exigeantes, elles vont faire toutes sortes de rencontres, des meilleures aux plus douteuses. Alors Bacall et Grable, c'était des actrices confirmées et elles ont dû accepter patiemment, mais elles l'ont fait. Les retards pris en raison des difficultés de Marilyn Monroe, dont le coach exigeait une nouvelle prise chaque fois que la jeune actrice ne lui semblait pas à la hauteur. C'est un film relativement intimiste, Comment épouser un millionnaire, et malgré ça, ça a été le premier film de l'histoire tourné en cinémascope. Et l'un des premiers dont la bande musicale fut enregistrée en stéréo. En 1954, il faut signaler que Lauren Bacall a tourné à nouveau pour Negulesco aux côtés de Clifton Webb dans Les femmes mènent le monde. C'est toujours le filmographe que vous écoutez sur Séance Radio et vous êtes toujours en compagnie d'Antoine Cyr qui nous balade dans la filmographie de Lauren Bacall. Nous voici arrivés en 1955. 1955, une année où elle joue dans La toile d'araignée, The Cobweb, un drame psychologique de Vincente Minnelli qui est très loin d'être son meilleur film malgré une brillante distribution et qui se déroule dans le lourd climat d'un hôpital psychiatrique. Parmi cette brillante distribution, Richard Widmark, Charles Boyer et Liliane Guiche, 62 ans, qui, exactement la même année, devra affronter l'inquiétant Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, l'unique réalisation du comédien Charles Laughton. À mon avis, plus réjouissant, Lauren Bacall tourne dans L'Allée sanglante, un film d'aventure de William Wellman avec John Wayne qui se déroule en Chine. Oui, en fait, après avoir jeté un membre de l'équipe par-dessus bord dans les eaux de la baie de San Francisco, Robert Mitchum, la vedette du film, a été viré et remplacé par John Wayne qui produisait L'Allée sanglante et qui dut donc s'y coller. Faithless lover's kiss is written on the... En 1956, on voit Lauren Bacall dans un grand film puisqu'elle joue l'épouse de Robert Stack, héritier alcoolique et psychopathe d'un empire pétrolier, dans Écrit sur du vent de Douglas Sirk. Interprétée par les Four Aces, la chanson Written on the Wind est de Victor Young et Sammy Cahn. Dans ses mémoires, Lauren Bacall relève que cette
comédie sentimentale était surtout très bien payée pour 3 semaines de travail. En réalité, Écrit sur du vent n'est pas une comédie mais un somptueux mélodrame. Seulement, Lorraine Bacall s'y est vue gratifiée d'un rôle relativement insipide dans une histoire essentiellement marquée par 2 déséquilibrés absolus joués par Robert Stack et Dorothy Malone. Le film ne plut pas du tout à son mari Bogart qui dit à sa femme « À ta place, je tournerai le moins possible de ces navets ». Dorothy Malone remporta l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour ce film qui, en revanche, fut longtemps l'un des films favoris de l'allemand Rainer Werner Fassbinder. C'est Vincente Minnelli qui, dans La femme modèle, Designing Woman en 1957, donne à Lorraine Bacall son plus beau rôle depuis ses films avec Bogart. Le tournage intervient à la fin de l'année 56, alors que l'état de santé de Bogart est de plus en plus chancelant. Lorraine Bacall et Gregory Peck incarnent 2 personnes qui se sont mariées sans vraiment se connaître et dont les univers personnels sont totalement opposés. Styliste, elle vit dans un univers très sophistiqué, de mode et de théâtre. Journaliste sportif, il assiste à de violents combats de boxe et joue au poker dans une ambiance un peu enfumée avec ses amis. Pour corser le tout, Lorraine Bacall ne peut s'empêcher d'être jalouse de l'ex-petite amie de Gregory Peck, interprétée par Dolores Gray, qui l'a quitté à l'occasion d'une scène de restaurant hilarante où son pantalon, celui de Gregory Peck, finit couvert de raviolis. Mais même les instants d'emportement, comme celui où elle s'enfuit en hélant désespérément un taxi alors qu'elle vient de trouver son mari chez son ex, Lorraine Bacall les gère avec une élégance et une dignité de grande dame, dans un maintien parfait et une farandole de tenues toutes plus raffinées les unes que les autres. C'est James Stewart et Grace Kelly qui avaient été envisagés pour ce film et devenue princesse de Monaco. Grace Kelly abandonna évidemment le projet, entraînant dans la foulée l'abandon de James Stewart, ce que, paraît-il, il regretta plus tard. Lorraine Bacall était heureuse avec Bogart, mais malheureuse à Hollywood. À la mort de son mari, elle s'installe à New York et entame une carrière dominée par le théâtre. Entre 1961 et 1969, elle sera mariée à Jason Robards, qu'elle jugeait charmant, mais invivable, dont elle aura un fils. Jason Robards est entre autres Cheyenne dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, le western spaghetti arrivé en France en août 69, un mois avant que Bacall et Robards ne divorcent. Au théâtre, Lorraine Bacall joue dans Goodbye Charlie en 1959 et dans Cactus Flower en 1965. Elle est ensuite la vedette d'Applause en 1970, puis de Woman of the Year en 1981, 2 comédies musicales de Broadway qui reprennent l'argument de films célèbres, All About Eve avec Anne Baxter et Bette Davis et La femme de l'année avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Au cinéma, elle joue désormais surtout des seconds rôles dans des films à la distribution généralement prestigieuse comme Une vierge sur canapé de Richard Quinn en 1964, Détective privé de Jack Smythe en 1966 ou Le crime de l'Orient Express de Sidney Lumet en 1974. Dont il est absolument impossible de citer tous les interprètes, mais il y avait notamment John Gielgud que Lorraine Bacall retrouvera 14 ans plus tard dans Rendez-vous avec la mort, autre adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Connaissant par moments la solitude et les difficultés financières, Lorraine Bacall ne baisse jamais les bras. À retenir 2 rôles pour Robert Altman, Health en 1980 et Prêt-à-porter en 1994. En 1997, elle sera la mère de Barbara Streisand dans Leçon de séduction, le remake du Miroir à 2 faces d'André Cayatte, réalisé par Barbara Streisand précisément elle-même. Pour la première fois de sa carrière, elle est nommée pour l'Oscar, celui du meilleur second rôle. Mais ce sera Juliette Binoche qui repartira avec la précieuse statuette pour Le patient anglais. Après Dogville en 2003, elle retrouve Nicole Kidman pour Birth de Jonathan Glazer en 2004. Même si elle n'apparaît plus à l'image, elle continue à prêter sa voix, comme elle le fit pour la version originale du film d'animation japonais de Miyazaki, Le château ambulant.
Elle y prêtait sa voix à la très méchante sorcière des Landes. Lorraine Bacall, qui n'avait jamais eu d'Oscar pendant sa carrière, a reçu un Oscar d'honneur en 2009, juste récompense pour une actrice de légende qui a écrit les plus belles pages de sa carrière avec Humphrey Bogart, mais qui a montré dans bien d'autres films des qualités supérieures de comédienne, et tout ceci toujours dans une élégance suprême. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.